Le retour du petit gibier, c'est vraiment possible, on nous dit. Vous avez un territoire qui s'y prête dans l'Eure et aujourd'hui vous allez être un peu le grand témoin finalement du renouveau du petit gibier. Alors j'essaye d'être humble sur la question parce qu'on pense effectivement que le petit gibier s'est perdu ou on pense que ça ne l'est pas en mettant en place tout un tas d'aménagements qui s'avèrent parfois bénéfiques et parfois absolument pas. Effectivement, j'interviens sur un territoire ultra urbanisé, industrialisé, sur lesquels tout le monde me disait à l'époque que le petit gibier ne reviendrait pas, que rien n'était possible, qu'il y avait trop d'éléments tels les routes, trop de prédation via entre autres les animaux domestiques mais également les animaux sauvages. Et pourtant, effectivement, on y est arrivé. Pour le situer un peu globalement, vous êtes dans le département de l'Eure, qui a déjà aussi cette sensibilité très tournée vers le petit gibier, hein, on le sait, tous ces départements un peu au nord-est de la France. Ça a été facile de convaincre un peu tous vos voisins, tout le monde? Vous êtes agriculteur? Alors effectivement, pour répondre à votre première phrase, effectivement, on est sur le département de l'Eure avec une fédération des chasseurs extrêmement investie au niveau du petit gibier qui donne les moyens de mettre en place des aménagements et de modifier les biotopes au profit du petit gibier. Je ne suis pas agriculteur. En revanche, j'ai effectivement la gestion de territoires qui appartiennent à des privés, qui appartiennent à des communes, qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à des industriels, qui m'a été confiée pour une unité totale de 260 hectares. Qu'est-ce qui faisait votre légitimité au départ pour qu'on vous confie tout ça? J'ai depuis toujours connu ces territoires. J'ai commencé la chasse ou à connaître la chasse avec mon père à l'âge de 3 ans. J'en ai aujourd'hui 37, donc ça fait 34 ans effectivement que c'est une passion que je vis. On a commencé sur ce secteur par une petite partie du territoire. À l'époque, on avait non pas 260 hectares, mais seulement 60 hectares. Et je me suis très vite rendu compte que pour obtenir de vrais résultats sur le petit gibier, il est important d'augmenter la surface du territoire parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin d'une surface importante pour vivre. Et dès lors qu'effectivement nos voisins ne réalisent pas forcément les mêmes efforts que nous en termes d'aménagement et en termes de chasse raisonnée, il est extrêmement compliqué de faire des choses et d'obtenir des résultats. Mathias, on a vraiment besoin, vous c'est notre expert un peu petit gibier aménagement, on a besoin de reconquérir comme ça des espaces qui appartenaient peut-être à des voisins et autres, de créer du lien pour augmenter les surfaces pour le petit gibier. Oui, effectivement, le territoire d'une perdrix, c'est entre 40 et 80 hectares. Donc déjà, de travailler sur une échelle aussi petite, il y a peu d'intérêt. Et sinon, on fait de gros efforts de gestion d'un côté et que le territoire voisin ne fait pas de régulation, ne fait pas d'aménagement, ça va faire ce qu'on appelle une population source et une population puits. C'est-à-dire que ça épuisera la population que nous, on tente de développer. Elle partira sur ces territoires et elle disparaîtra finalement. D'un point de vue plus général, on peut dire que les populations de petits gibiers se portent comment en France? Parce que quand on voit les chiffres qui s'affichent derrière nous, il y a quand même pas mal de disparités entre la perdrix rouge, la perdrix grise et le faisan. Ça ne va pas hyper bien, hein, il faut le reconnaître. Non, ça ne va pas très bien. Il y a le faisan qui s'en sort assez bien quand même à l'échelle de la France et même à l'échelle de l'Europe. Sur ces dernières années, il a quand même augmenté d'à peu près un tiers. Contrairement à la perdrix grise, qui, elle, il y a un gros déclin. Elle a perdu 90% de ses effectifs en 40 ans en Europe. Et elle a disparu de la Suisse, par exemple. Ça a été annoncé l'année dernière. Pour ce qui est du lièvre, c'est plus mitigé. Il y a des territoires qui s'en sortent assez bien. Je pense notamment au sud-ouest de la France, où les populations sont globalement en croissance. Dans l'Eure aussi, hein, il y a beaucoup de lièvres aussi. Dans l'Eure, on a une forte montée des populations de lièvres, effectivement, oui. Qui est due principalement, selon moi, à la mise en place de GIC, donc avec des plans de gestion, des minima. On va rappeler les GIC, groupements d'intérêt synégétiques, hein, qui vont avoir pour vocation, justement comme leur nom l'indique, de regrouper des gens qui ont le même intérêt pour la gestion de telle ou telle espèce ou pour plusieurs espèces en même temps. En général, c'est un GIC. C'est un GIC perdrix, un GIC lièvre ou un GIC. C'est souvent GIC monospécifique. Mais l'idée là, c'est de travailler à grande échelle pour que les efforts de tous soient profitables à chacun. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous avez fait sur votre territoire pour améliorer le milieu? Est-ce que sont les fameuses haies dont on parle tout le temps? Récemment, le président Macron avait lancé une politique de
reboisement, on va dire, peut-être des haies? Est-ce que c'est le maillage du territoire? On a vu des territoires, notamment en Loir-et-Cher, où on avait des petits parcellaires sur des myrtilles, sur des vignobles où on avait beaucoup de perdrix rouges. Quelle est la meilleure solution finalement? Alors moi, c'est en ce sens-là où j'essaye d'être effectivement extrêmement humble, c'est-à-dire qu'on met en place sur un territoire des aménagements de manière à effectivement modifier le paysage, modifier des apports alimentaires via des cultures, via la plantation de haies avec des fruitiers à l'intérieur. Parallèlement, on peut mettre en place tout un tas d'éléments en pensant bien faire. Et malheureusement, les résultats ne sont pas toujours là. Donc on essaye de modifier les choses, d'en retirer certaines, d'en ajouter d'autres. Et on essaye de trouver un juste milieu qui n'est pas toujours facile à trouver parce qu'on est plusieurs acteurs effectivement dans la nature, avec nos amis agriculteurs. Donc il y a des discours à avoir, il y a des raisonnements à avoir et à apporter. Et il y a tout un tas de choses à expliquer et à échanger. Mathias, on peut en parler aussi. La gestion des prédateurs, c'est un vrai problème. L'aménagement du territoire, on le sait, en linéaire, ça peut créer des autoroutes à prédateurs. Comment on fait pour s'en prémunir? On casse le maillage? Oui, le petit gibier, c'est une espèce de bordure. Donc que ce soit le lièvre, la perdrix, le faisan, c'est des animaux qu'on retrouve souvent dans les 20-30 premiers mètres par rapport à une bordure. Et c'est ces chemins que les prédateurs empruntent aussi. Donc maximiser le nombre de bordures, ça maximise la capacité d'accueil du territoire. Et aussi, ça fait une sorte de labyrinthe pour limiter ces couloirs de prédation. Comment on trouve finalement le meilleur moyen de concilier à la fois l'agriculture et puis ces petits maillages de végétation, de bocteaux, de haies aussi, puisque c'est très important? Alors, en ce qui me concerne et sur mon territoire, il y a des dates effectivement, de broyage de tout ce qui est jachère et friche. Les agriculteurs tenaient assez régulièrement le discours de « je ne peux pas broyer plus tard parce que je dois le faire maintenant, plus tard j'aurai les récoltes ». J'ai discuté effectivement avec ces agriculteurs et exploitants. On a trouvé des accords stipulant qu'ils ne broient plus les jachères sur lesquelles il y avait des nids, quand on prend l'exemple de la perdrix ou du faisan, et que je mandatais moi-même un agriculteur qui interviendrait derrière eux pour broyer des parcelles qui seraient restées un mois supplémentaire sur pied. Mais c'est un mois qui est extrêmement important. La pérennité d'un nid ou la sauvegarde d'un nid ne peut se faire et des fois ne dépend que de quelques jours. C'est-à-dire que si on passe un broyeur 3 ou 4 jours trop tôt, le nid peut être détruit. Si on le décale de 3 ou 4 jours, le nid et donc la portée peut être sauvée. Donc de ce cadre-là, on va demander à chacun, c'est un effort collectif finalement, de s'adapter à la vie sauvage en fonction des périodes de naissance, en fonction de tout ça. Est-ce que ça ne crée pas un peu de tension avec les agriculteurs? Non, le dialogue, c'est ce qui est primordial. Et quand on voit les territoires où le petit gibier s'en sort bien, c'est là où tout le monde a réussi à échanger, à trouver un chemin commun pour sa sauvegarde. Et au niveau de la régulation des prédateurs ou des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, comment est-ce que vous faites? Alors c'est un élément important. Effectivement, on met en place tout un tas d'éléments permettant effectivement soit de réguler, soit de protéger les nichés, les animaux. Donc on fait beaucoup de tirs d'affût en été, on met beaucoup de pièges pour réguler certaines espèces qui sont certaines sensibles à une époque bien précise de l'année et qui ne le sont pas à une autre époque. Donc selon moi, il ne faut pas forcément avoir un piégeage constant et linéaire durant toute l'année. Il faut accentuer les périodes de piégeage et les espèces en fonction des résultats souhaités et des espèces à protéger, je dirais. Et la chasse dans tout ça? La chasse devient vite une période ou une durée minime par rapport au temps de gestion. C'est-à-dire un petit exemple? Un exemple. Vous chassez quoi, 2-3 fois par an sur le même territoire? Sur les 260 hectares, on chasse 10 fois à 3 personnes. D'accord. Donc c'est extrêmement raisonné, y compris en termes de prélèvement. En revanche, en termes de gestion et d'aménagement, c'est effectivement toute l'année. Ça ne se limite pas de septembre à février, bien au contraire. Et on se rend compte assez rapidement qu'on prend plus de plaisir à voir les animaux courir devant la voiture, au poste d'agrénage, regarder les poussins, regarder les portées, etc. et suivre les populations, finalement, qu'à les prélever. Mathias, je voulais revenir, la gestion des points d'eau, des points d'agrènoir, comment est-ce que ça se passe? On le disait, il ne faut pas de linéaire pour éviter des autoroutes à prédateurs, un maillage du territoire. Comment est-ce qu'on va apporter au fur et à mesure de la saison peut-être des choses en complément, peut-être de l'eau en complément? Comment ça se passe? Alors pour tout ce qui est agrénoir, les agrénoirs sont souvent couplés à des abris.
Donc ces abris ils permettent aux oiseaux de s'abriter aussi bien des précipitations que des prédateurs. Les agrès noirs, il faut les mettre le plus loin possible des routes parce que localement, la mortalité routière, c'est très important sur, je pense à la perdrix rouge. Il faut aussi les mettre loin des habitations si possible parce qu'il y a des prédateurs, je pense à un petit carnivore terrestre domestique qui apprécie beaucoup les jeunes perdrix et qu'on trouve à proximité des habitations. Les agrès noirs, on peut ajouter des cendres et du sable parce que ça permet aux oiseaux de se pouiller, de se dégraisser les plumes, de se décoller la boue qu'ils ont sur les pattes. Et aussi dans le sable, on trouve des petits cailloux qu'on appelle des gastrolites qui sont assimilés par les oiseaux. Ils les stockent dans leur gésier et ça leur permet de broyer les grains, tout à fait. Et ces grittes, s'ils ne les trouvent pas près des agrès noirs dans les grains de sable, ils ont tendance à aller les chercher sur les routes. Donc ça fait encore plus de passages d'oiseaux sur les routes et de risque de mortalité. Daphné, sur les grands territoires hors petit gibier, comment ça se passe ? Alors, moi, je ne peux pas tellement parler de ce domaine parce que j'habite dans une propriété qui est dans une forêt domaniale. Donc, la forêt domaniale fait 10 000 hectares et elle est totalement gérée. En revanche, on remarque beaucoup de, les habitations naturelles. C'est sûr que c'est très intéressant d'observer ces mouvements de ce petit gibier. Et nous, d'ailleurs, on a eu une recrudescence de canards et d'oies sauvages sur un petit point d'eau tout petit. Elles viennent naturellement. En périphérie des forêts domaniales, en périphérie des forêts privées, on a un apport aussi de petits gibiers, de tout ce qui vient autour. Ça arrive ? Sur les lisières, il y a beaucoup le fameux effet lisière. L'effet lisière, oui, c'est l'interface entre deux milieux et cette interface est plus riche que les deux milieux séparés. Le faisan est un animal de lisière et ça apprécie particulièrement. Vous en avez également sur le territoire ? Des faisans, oui, tout à fait. Faisans et lisière, vous êtes à proximité de forêt ou On est à proximité de bois. C'est l'image que l'on a de certains territoires assez vastes de la Beauce. On a plus de bois. Mon territoire est relativement éloigné effectivement d'un grand massif forestier. Et c'est, je pense, une chance parce qu'on connaît l'impact néfaste du sanglier sur le petit gibier. Donc effectivement, c'est une chance pour nous. Vous faites un agenda que vous partagez, je ne sais pas, avec les chasseurs, les agriculteurs, les propriétaires, pour savoir quel est le meilleur moment pour tel type d'action ? Oui, j'essaye effectivement de développer ça, de discuter avec tous les intervenants, on est nombreux. Je pense également à des associations. Vous êtes sur l'ensemble du territoire ? Sur l'ensemble du territoire, en termes d'intervenants, on doit être une dizaine à peu près. Il y a effectivement, et donc je pensais aux associations. Avec 10 enjeux différents ? Avec 10 enjeux, j'allais dire différents, oui et non. C'est-à-dire que la finalité est la même. Nous, on est sur des sites, comme je vous le disais en début d'émission, qui sont effectivement très industrialisés. Donc on a des acteurs, on a des études d'impact qui sont réalisées par des associations écologiques qui vont permettre de définir effectivement ce qu'il faut faire et ne pas faire en vue de la protection de la biodiversité. Et je pense qu'on est nombreux effectivement à avoir comme objectif de préserver la nature, de préserver l'environnement et qu'il est urgent d'avancer ensemble. C'est des territoires, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel gibier partout, c'est des territoires qui sont plus propices quand même à la perdrix grise qu'à la perdrix rouge. Alors, peut-être à tort, je pense que la perdrix rouge est néfaste, ou du moins concurrence à la perdrix grise. Sentiment partagé ? Il y a une étude qui a été publiée justement en juillet dernier qui montrait que la perdrix grise déplaçait sa niche écologique quand elle était sur le même territoire que la perdrix rouge. Après, en concurrence directe, ça, il n'y a pas d'études qui ont tranché. Il y a les Anglais qui ont fait pas mal d'études là-dessus parce qu'ils ont lâché beaucoup de perdrix rouges pour la chasse. Et on ne sait pas trop exactement encore. Ouais. Et pour le faisan ? Pour le faisan, en comparaison avec la perdrix ou en opposition avec la perdrix, vous voulez dire ? En comparaison avec la perdrix, vous avez plus de réussite sur le faisan, moins de réussite qu'avec la perdrix ? Moi, ce qui m'a fait devenir gestionnaire, parce que je me considère plus aujourd'hui comme gestionnaire que comme chasseur, c'est la perdrix. La perdrix, pourquoi ? Parce qu'elle avait des populations, elle connaissait effectivement des crises avec des populations qui diminuaient, pendant que parallèlement, les populations de faisans augmentaient relativement facilement. J'aime bien les challenges, j'aime bien les défis. Aujourd'hui, effectivement, j'ai essayé il y a une dizaine d'années d'implanter les faisans. Ça m'a pris 1 an et demi. Ça a été extrêmement simple. Maîtriser et maintenir des populations de perdrix, c'est extrêmement compliqué. Il faut se donner les moyens, pas forcément financiers, mais humains. C'est un animal aussi, un oiseau beaucoup plus fragile.
beaucoup plus fragiles. Oui et non. On voit plus facilement les faisans se déplacer au milieu des plaines que les perdrix, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus discrets que le faisan ne peut l'être. Ils sont les deux soumis à la prédation. Donc selon moi, non. Après, quand ils sont présents sur des territoires qui sont aménagés, c'est que les animaux sont en bonne santé. C'est-à-dire quand vous les nourrissez toute l'année, quand vous mettez en place des dispositifs, encore une fois, leur permettant de se mettre à l'abri des prédateurs, on a des taux de survie qui sont extrêmement importants, aussi importants que le faisan, voire même peut-être supérieurs. Au moment des comptages qui sont réalisés sur mon territoire, au printemps, on voit qu'au moment des naissances, on retrouve les couples, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de petits, on retrouve effectivement les couples et il y a peu de mortalité sur les perdrix, j'entends. C'est source d'optimisme, ça, hein, d'entendre des territoires comme ça. On aimerait qu'il y en ait plus qui se sentent portés. Ça a été le cas pendant pas mal d'années avec l'Association nationale Petit Gibier qui avait essayé de donner cette impulsion, hein, qui continue de le donner. Ouais, bah après sur la perdrix, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens. Le faisan est beaucoup plus ubiquiste, il a beaucoup de niches écologiques différentes, il s'adapte assez bien. La perdrix, il lui faut un territoire particulier, ça a des besoins particuliers, mais ça prouve bien que quand on se donne les moyens, il y a possibilité de faire revenir cette espèce. C'est quoi les bons conseils dès qu'on démarre? Les bons conseils, c'est d'être motivé, de vouloir y croire, de vouloir prouver par le biais de la perdrix, en tout cas c'est mon cas, qu'effectivement on est peut-être sur la 6e extinction de masse, mais que les choses sont possibles, qu'il est possible de les inverser, qu'il faut y croire et qu'en prenant une espèce emblématique et en relevant les populations, on peut montrer que ce n'est pas la seule espèce qui soit menacée aujourd'hui et qui malgré ça peut survivre et peut remonter en termes de population. Elle a une image donc de symbole, finalement de porte-drapeau, quand on aura réussi à redonner de l'impulsion à ces populations de perdrix, de perdrix rouges et de faisans. On aura déjà gagné une forme de bataille. Oui, tout à fait. Et puis la perdrix grise, c'est une espèce parapluie. C'est-à-dire que quand on va chercher à protéger la perdrix grise, on va s'investir sur le territoire, on va protéger en fait toute une guilde d'espèces qui inféodait à ce territoire. Et la perdrix grise, elle fait partie du triste top 10 des oiseaux les plus menacés d'Europe. C'est le top 10 des oiseaux qui ont le plus décliné sur ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, comment vous faites dans votre territoire, par exemple, dans l'Eure qui est très urbanisé, vous le disiez, comment vous faites pour gérer la prédation de ces petits animaux domestiques qui sont souvent près des habitations ? Alors, j'essaie de discuter effectivement avec les riverains concernant effectivement le chat. Je pense qu'on peut le citer assez facilement. Je leur explique effectivement que le chat est un animal qui reste un prédateur, qui à l'inverse de nous, chasseurs, va lui tuer pour s'amuser. Parce qu'il arrive assez régulièrement que les propriétaires de ce type d'animal domestique soient anti-chasse ou ne comprennent pas qu'on puisse tuer des animaux. Donc quand vous leur expliquez que effectivement leur animal domestique qui passe la nuit sur leur lit ou sur leur canapé est néfaste et qu'effectivement à lui seul il peut tuer des centaines et des centaines d'oiseaux et de petites faunes, les gens soit l'entendent, et vous pouvez discuter, effectivement, ils vont aménager après les horaires auxquels ils vont sortir leurs animaux, soit ne vont pas l'entendre. Et c'est là où je pense qu'il est extrêmement urgent de discuter avec tous les représentants de ces associations écologiques, parce que selon moi, le discours doit passer par les représentants, et les adhérents entendront plus facilement les représentants que nous-mêmes chasseurs. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ont essayé de faire un certain nombre d'associations. Déjà, on se heurte à parfois un peu de dogmatisme. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour recréer ce lien, retisser un lien? Parfois, il n'existe pas du tout, hein, on va être honnête. Alors, il faut, suivant le même principe que la perdrix, selon moi, il faut y croire. J'ai, il y a une quinzaine d'années, sollicité la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'est une première en France. Je les ai sollicités, effectivement, en leur disant que je souhaitais créer un partenariat avec eux, qu'on avait des intérêts communs à protéger le milieu, à faire des relevés et des quantitatifs en termes d'espèces, tant faunistiques que floristiques. Ils ont accepté, on a signé une convention il y a une quinzaine d'années. Quand je l'ai signée, l'intégralité des personnes proches ou lointaines de moi, chasseurs, m'ont dit « Attention, tu as fait une grave erreur, tu n'auras bientôt plus le droit de chasser. » Et aujourd'hui, il s'avère que 15 ans plus tard, non seulement on continue d'avancer avec la LPO, mais on avance également avec le Conservatoire d'espaces naturels et avec d'autres associations écologiques qui, quand vous rencontrez les bonnes personnes, acceptent effectivement de travailler ensemble et comprennent qu'il y a un intérêt commun. Donc,
on va y revenir, de l'aménagement du territoire, de la bonne volonté, de la diplomatie. On ne fait pas d'entre-soi qu'entre chasseurs, on essaie de discuter avec tous les acteurs finalement ruraux. C'est aussi la mission de cette émission, hein, Campagne Hebdo, de créer ce lien. Le mot de la fin sur ce territoire, qu'est-ce qui est envisagé là pour les prochaines années ? Alors, je suis dans des démarches un petit peu complexes parce qu'il y a des zones qui devraient être industrialisées ou sur lesquelles il y a des projets d'industrialisation, qui sont des zones sur lesquelles il y a des espèces menacées qui ont été relevées justement, encore une fois, par le biais des différentes associations avec lesquelles je travaille. Donc on est aujourd'hui en train de monter le Dictym criard principalement, oui. qui est quand même une espèce emblématique. Après, il y a tout un tas de rapaces nocturnes. Donc effectivement, les relevés ont été faits, les relevés sont encore en cours. On est en train d'effectivement déposer ou d'essayer de déposer un dossier commun. Au lieu de déposer 10 dossiers séparés, de déposer un seul et même dossier qui sera beaucoup plus important en termes de poids, de manière à contrer ces projets. On l'a vu avec effectivement l'entreprise Danone qui avait un projet sur un site écologique extrêmement rare, qui a réussi à être bloqué par le biais d'études d'impact qui ont révélé qu'effectivement c'était tout sauf une zone industrialisée, mais au contraire à sauvegarder. À sauvegarder. Mathias, un dernier petit conseil sur l'aménagement du territoire, s'il fallait n'en trouver qu'un. C'est quoi? C'est que de la bonne volonté? Que de la bonne volonté, du courage aussi, il en faut, et de l'échange. Et de l'échange.